Dans cette partie, nous essayons de traduire la théorie psychologique de l'auteur, de l'étude sur le marquage social. Nous allons essayer de le traduire en termes statistiques, en modèle statistique. Ce que nous souhaitons ici, dans cette première étape du modèle statistique, c'est d'abord et avant tout de définir ce qu'on appelle le modèle de l'échantillonnage. Et ensuite, dans un deuxième temps, on définira le modèle structural, le modèle sur les paramètres de la distribution. Je vais mieux expliquer la distinction entre ces deux niveaux de modélisation un petit peu plus loin. Ici, la nature des données que nous avons, ce sont des fréquences. Fréquences de signature dans chacun des 4 groupes. Et par conséquent, nous avons besoin d'un modèle de distribution qui est capable de dire comment des fréquences potentiellement différentes auraient pu émerger dans chacun des 4 groupes que nous distinguons pour des probabilités de signer qui seraient, elles, immuables et identiques. On a besoin d'un modèle de l'échantillonnage sur les fréquences, et ce modèle, vous le connaissez bien, c'est le modèle de la loi binomiale. En tout cas, c'est à lui qu'on pense quand on a affaire à des comptages, ou encore en valeur relative à des fréquences. Mais ce modèle ne peut être utilisé valablement que si 2 conditions importantes sont réunies. Vous le savez bien, la première condition, c'est que les comportements des sujets étudiés soient indépendants les uns des autres. Donc ici, très concrètement, ça veut dire que la décision de signer une pétition par une personne donnée qui a été recrutée dans l'expérience ne doit pas impacter la décision de signer d'une autre personne recrutée dans la même expérience. Ce sera bien le cas si vous avez interrogé vos sujets séparément, s'ils ne se connaissaient pas, s'ils n'ont pas eu contact entre eux sur toute la durée de l'expérience. Ce sont parfois des choses qui sont difficiles à contrôler, surtout quand on fait des expériences in vivo, comme c'est le cas ici. C'est plus facile à contrôler quand on le fait au sein du laboratoire, bien sûr, mais ici on va considérer que les auteurs de l'expérience ont fait attention à cette dimension et on va admettre l'indépendance des comportements des sujets. Et puis il y a une deuxième condition que vous connaissez, qui est au cœur de la loi binomiale, c'est que nous devons avoir pour chaque condition une probabilité identique pour tout le monde de signer. C'est une forme de clause en quelque sorte d'homogénéité du groupe qui se trouve là formulée. Nous devons penser que la condition expérimentale dans laquelle on a placé une personne représente un ensemble de contraintes comportementales suffisamment homogènes pour que ça génère en quelque sorte dans le comportement du sujet une probabilité et une seule de signer. C'est évidemment une clause très forte, une assumption très, très forte. Sachez que si on avait des raisons d'en douter, et il existe des tests pour pouvoir le vérifier, si on avait des raisons d'en douter, alors on se tournerait vers d'autres modèles binomiaux qui sont des modèles binomiaux à probabilité individuels, qu'on appelle en psychométrie les modèles de réponse à l'item. Ici, nous, on va rester à des choses simples, on va admettre cette condition de l'unicité de la probabilité pour un groupe donné, en gardant à l'esprit, bien entendu, qu'on pourrait très bien faire autrement, et ça fera l'objet d'autres vidéos spécialisées. Si ces 2 conditions sont acceptables dans l'expérience en question, alors nous connaissons immédiatement un modèle de distribution qui est exact, qui n'est pas approximatif, qui est juste exact pour la variable ou les variables de comptage que nous avons dans cette expérience. Au fond, on a 4 variables de comptage dans cette expérience. On a le comptage dans le premier, dans le deuxième, dans le troisième et dans le quatrième groupe, et je les nomme ici grand X1, grand X2, grand X3, grand X4. Vous comprenez dans ces écritures que nous sommes en train de parler de variables aléatoires. Nous ne parlons pas des comptages objectivement obtenus, parce que ceux-là sont une réalisation singulière, certes celle que nous avons obtenue, mais qui aurait pu être différente. Ce dont nous sommes en train de parler ici, c'est de la variable aléatoire de comptage, c'est-à-dire l'ensemble des résultats tels qu'il est possible de les obtenir dans chacun des 4 groupes. Et la loi binomiale nous donne une indication sur la distribution de ces comptages, c'est-à-dire la probabilité de voir apparaître tel ou tel comptage dans chacun des groupes. En tout cas, elle nous donnerait une indication précise si nous connaissions tous les paramètres de chacune des 4 lois binomiales que du coup nous supposons à l'intérieur de chaque groupe. Alors, dans les paramètres de la loi binomiale, il y a le nombre d'observations, et ça c'est sous notre contrôle. Ici dans cette étude, il y avait 40 personnes par groupe, N1, N2, N3, N4 sont tous les 4 égaux à 40. Et ces paramètres-là sont en quelque sorte triviaux, puisqu'ils ne sont pas en tant que tels révélateurs du comportement des sujets, ils ne nous donnent pas d'informations sur le comportement des sujets ici. C'est juste nous qui avons décidé de recruter 40 sujets dans chaque groupe. Donc
ces paramètres-là sont en quelque sorte triviaux et ne font pas l'objet d'une interprétation particulière. Par contre, dans la loi binomiale, il y a un deuxième paramètre qui est la probabilité du comportement cible. Pi1, Pi2, Pi3 et Pi4 pour chacun des 4 groupes respectivement. Et là, pour le coup, c'est le cœur de ce qui nous intéresse. C'est à travers ces probabilités que quelque chose peut être dit du comportement des sujets. Donc, c'est essentiellement sur ces probabilités que va porter notre effort de modélisation et d'hypothèse. J'en viens maintenant du coup au deuxième niveau d'hypothèse que nous pouvons faire. Le premier niveau, c'est le niveau distributionnel. Compte tenu de la nature des données qui sont des comptages ou en valeur relative des fréquences, nous pensons à la loi binomiale et nous admettons les deux conditions qui la fondent, c'est-à-dire l'indépendance et l'unicité de la probabilité. Et une fois qu'on a dit ça, alors le problème n'est plus que de formuler des hypothèses d'égalité ou de différence entre les probabilités qui sont au cœur de ces lois binomiales. C'est ce qui légitime qu'on puisse écrire ici un tableau simplifié où, une fois qu'on a admis et argumenté le modèle binomial général, eh bien nous pouvons nous concentrer sur ce deuxième niveau d'hypothèse qui sont les hypothèses d'égalité et des différences sur les paramètres de cette loi binomiale, à l'intérieur de la loi binomiale. Et comme les paramètres de comptage ou d'effectifs de groupe sont triviaux, on concentre nos hypothèses essentiellement sur le deuxième paramètre, c'est-à-dire les probabilités. Pi1, Pi2, Pi3, Pi4, voilà la forme que prend ce tableau simplifié. Ça n'est pas escamoter le fait qu'on est dans un cadre binomial, c'est juste une manière plus simple de présenter au fond le cadre général de réflexion de nos hypothèses telles qu'elles vont venir à l'issue de cette section. Vous notez que la présentation en tableau croisé, c'est-à-dire sous la forme de 2 lignes et de 2 colonnes, est ici une simple commodité d'interprétation. C'est ce qui nous permet de matérialiser dans la façon de construire nos hypothèses les facteurs psychologiques que nous supposons en arrière-plan ou qui nous intéressent d'un point de vue théorique, notamment le facteur de marquage et le facteur type de pétition. Ça, ce sont des variables qui sont psychologiques par nature, elles n'ont pas de statut particulier d'un point de vue statistique, elles n'ont pas de valeur supérieure d'un point de vue statistique, mais elles ont une valeur psychologique, et cette présentation nous permet précisément de mieux mener la modélisation statistique en étant guidé par des hypothèses psychologiques et par une théorisation psychologique. D'un point de vue stat, en réalité, nous sommes juste en train de comparer 4 probabilités entre elles. On pourra comparer par exemple Pi1 avec Pi3 pour avoir la mesure de l'effet du marquage, ou encore Pi2 avec Pi4, qui est une autre manière de mesurer l'impact du marquage. Mais on pourra aussi comparer Pi1 avec Pi2 pour mesurer l'impact du type de pétition, tout comme on pourra le faire entre Pi3 et Pi4 pour mesurer également l'impact de l'effet du type de pétition. On pourra, au-delà de ces effets principaux, l'effet du marquage d'une part, l'effet de la pétition d'autre part, on pourra éventuellement se dire, tiens, l'effet du marquage, Pi1, Pi3, ne semble pas être de la même amplitude que l'effet du marquage tel qu'il apparaît en pétition-pollution, Pi2 versus Pi4. Et si c'était le cas, si on trouvait des arguments pour pouvoir montrer qu'en effet, la différence Pi1, Pi3 n'est pas du même ordre de grandeur que la différence Pi2, Pi4, qui sont pourtant deux mesures de l'impact du marquage, on dira l'effet du marquage n'est pas le même en conditions cause animale et en conditions pollution. Autrement dit, il y a une interaction entre la variable marquage à 2 modalités et la variable pétition à 2 modalités. C'est le sens même de cette notion d'interaction que de révéler qu'un effet peut ne pas avoir la même amplitude selon qu'il se trouve dans une ou dans une autre condition, dans l'une ou dans l'autre modalité d'un autre facteur. On dit que 2 facteurs ont une interaction si l'effet de l'un n'est pas le même dans les modalités de l'autre. Et cette notion d'interaction, elle émerge très précisément de ce mode factoriel de présentation des comparaisons de probabilités. C'est très précisément ce type de réflexion que nous allons mener dans la vidéo qui suit.